Bienvenue dans l'émission Résonance de l'immigration, dialogue interactif pour une francophonie plurielle inclusive. Chaque semaine, découvrez des nouveaux groupes de discussion et des témoignages de jeunes franco-ontariens issus de l'immigration et de professionnels œuvrant pour l'intégration en Ontario. Expériences, défis, succès et organismes clés dans la lutte contre l'oppression systémique. Résonance de l'immigration au cœur de l'intégration. Ce projet est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Résonance de l'immigration. Nathalie Salmeron au micro, comme d'habitude pour vous servir. Je vous rappelle également que ce projet d'émission est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Avec moi aujourd'hui dans ce nouvel épisode, j'ai la chance d'avoir Aïssa Notou avec nous pour parler d'immigration. Bonjour Aïssa, comment vas-tu? Bonjour Nathalie, je vais bien, merci. Comment vas-tu? Eh ben, je suis ravie de te retrouver. On avait déjà eu l'occasion de discuter ensemble en interview, puis un peu aussi à l'extérieur parce qu'on se croise pendant les événements un petit peu de la communauté francophone. Ravie de t'avoir avec nous. Est-ce que, moi je te connais bien forcément du coup, mais est-ce que tu pourrais, Aïssa, s'il te plaît, te présenter pour les auditeurs de Choc FM 105.1 qui te connaissent peut-être pas encore? Oui, je suis Aïssa Notou, je suis avocate pratiquante. Je fais notamment le droit de l'immigration et le droit des cliniques. Pardon, je suis aussi vice-présidente des services d'aide juridique, services d'emploi, services de logement et les services aux nouveaux arrivants au Centre francophone du Grand Toronto. Justement, je rebondis sur ce que tu dis, le centre francophone du Grand Toronto. C'est sûr qu'une fois qu'on est intégré, qu'on est nouvel arrivant, mais ici à Toronto, c'est un organisme un petit peu central ici parce que clairement, on peut avoir plusieurs services. Tu parlais du service juridique, il y a le service d'emploi, il y a le service au logement, il y a le service médical, il y a énormément un panel de services incroyables. Mais est-ce que tu peux expliquer également qu'est-ce que c'est que le centre francophone, qui peut venir, comment ça se présente en fait? C'est quoi leur mission principale au centre francophone? Le Centre francophone, on l'appelle le CFGT, c'est la porte d'entrée des francophones qui habitent ici ou qui veulent s'installer dans la région du Grand Toronto. Et bon, c'est un centre à but non lucratif qui offre des services gratuits aux francophones qui sont ici. Sa raison d'être, c'est d'offrir une gamme diversifiée de services, notamment des services médicaux et des services socio-communautaires, justement pour améliorer le bien-être des francophones ici. Et notre vision, c'est de contribuer à une francophonie dans toute sa diversité en leur permettant l'accès à tous ces services. Donc, nous offrons des services cliniques, des services de santé mentale, famille et petite enfance, emploi, logement, aide juridique et bien sûr, des services aux nouveaux arrivants. Au fait, nous sommes le plus gros fournisseur de services d'établissement en français à travers le Canada. Vous avez un centre qui est dans le centre-ville, mais vous avez également un stand à l'aéroport. Donc ça veut dire que n'importe quel nouvel arrivant francophone peut vous retrouver directement à la sortie de l'avion quasiment et pouvoir discuter avec vous. C'était important justement d'être à un endroit stratégique comme l'aéroport international Pearson à Toronto. Oui, au fait, le centre francophone est le pilier, je dirais, de l'immigration. On est un pilier de l'immigration francophone au Canada, justement à travers tous ces services qu'on offre, et vous venez de le mentionner, les services d'accueil à l'aéroport Pearson. C'est un service clé pour les nouveaux arrivants qui choisissent soit de s'établir ici, en Ontario, ou qui passent par Pearson pour aller s'établir dans d'autres villes à travers le Canada. Alors, nous sommes présents aux deux terminaux, dont le terminal 1 et terminal 2. Nous avons une équipe sur place qui est présente 7 jours sur 7, pas nécessairement 24 heures sur 24, mais nous sommes là jusqu'à 22 heures, du lundi au samedi et le dimanche jusqu'à 20 heures. Et nous avons une équipe dédiée, une vingtaine de personnes, des agents d'accueil qui sont là et dont le but, c'est d'accueillir les nouveaux arrivants, les résidents permanents, et de leur donner l'information nécessaire pour s'établir au Canada. Il faut dire que nous gérons le comptoir pour les anglophones, mais nous avons commencé avec un comptoir que pour les francophones en 2019.
Et le but, c'est de faire de l'offre active, d'accueillir les personnes en français pour justement leur faire savoir qu'il y a des services en français ici au Canada, qu'il est possible de s'établir et de vivre ici en français. Et donc, nous jouons un rôle très important de relais et de soutien aux nouveaux arrivants qui arrivent et qui veulent s'établir en français ici au Canada. Et est-ce qu'il y a des questions qui reviennent plus souvent que les autres pour les nouveaux arrivants? Forcément, on a toutes et tous des petites questions, mais est-ce que justement, au point d'accueil dans ces deux terminaux de l'aéroport, est-ce que tu sais s'il y a, parce que les informations remontent, je pense, mais est-ce que tu sais s'il y a des questions qui sont un petit peu récurrentes chez les nouveaux arrivants et peut-être des questions, voilà, qui se posent un peu toutes et tous en arrivant? Bon, la première des questions, c'est comment faire pour obtenir son numéro d'assurance sociale. Ouais, Ça, comme on forcément, le très sait, tout le important. monde, et ça s'applique aux résidents permanents. Et donc, il y a au fait un comptoir à l'aéroport Pearson de Service Canada où les nouveaux arrivants sont aiguillés et où ils peuvent, aussitôt arriver, faire leur demande. Mais bien sûr, une fois qu'ils passent à travers les procédures administratives avec l'officier de l'immigration, ils sont orientés vers nous pour qu'ils puissent obtenir cette information. Donc, comment faire pour obtenir son numéro d'assurance sociale? Bien sûr, les autres questions, c'est le logement. Mais il faut dire que les nouveaux arrivants qui sont accueillis à Pearson, ils savent déjà, du moins dans un premier temps, où ils vont s'établir. Donc, il y en a qui vont aller vers Brampton, à Peel, beaucoup vers Toronto. La majorité vont à Ottawa. Et donc, la question, c'est où est le logement, c'est comment là, les possibilités d'emploi, les opportunités d'emploi, le marché du travail, mais surtout, l'inscription des enfants dans les écoles de langue française. Ça, c'est très important. Et nos agents font de leur mieux pour encourager les parents d'inscrire leurs enfants dans des écoles de langue française leur parler des conseils scolaires qui existent ici et aussi des opportunités qui se présentent lorsque leurs enfants vont dans une école de langue française, ils vont être bilingues, des opportunités d'emploi qui existent, que ce soit au gouvernement ou dans le privé pour une personne qui est bilingue. Il faut dire que on a remarqué que les parents, les nouveaux arrivants qui arrivent, ils viennent avec cette notion que leurs enfants doivent apprendre l'anglais. Et donc, la seule solution pour eux, c'est de les admettre dans des écoles de langue anglaise. Et donc, il y a tout un travail à faire pour les sensibiliser là-dessus. Oui, c'est vrai. Ben, en même temps, tu fais bien de le souligner, Aïssa, parce que c'est vrai que même moi, hein, en arrivant ici il y a presque 8 ans maintenant, j'avais cette vision d'un Canada très bilingue, d'un Canada où on pouvait facilement alterner le français et l'anglais, un petit peu comme moi j'avais l'expérience en Europe de la Belgique ou de la Suisse, où c'est des pays où on parle plusieurs langues également, et que bah, j'ai l'impression que ça alternait, ça switchait, comme on dit en bon français, hein, d'une langue à l'autre sans réel problème. Et ici, en arrivant, moi, j'avais l'impression d'être noyée dans une marée anglophone. Et c'est petit à petit que j'ai compris qu'il y avait une vie en français qui existait, que c'était possible, et pas que au-delà de mon cercle, enfin, je veux dire justement, au-delà de mon cercle d'amis, c'était également possible. Parce que oui, forcément, on est content d'avoir des amis qui parlent un peu la même langue, surtout quand on arrive et qu'on a un anglais un petit peu approximatif, dirais-je. Mais est-ce que justement les gens sont surpris de voir qu'il est possible de vivre en français dans une ville aussi américanisée, entre guillemets, même si c'est pas le bon moment pour faire ce genre de comparaison, mais c'est vrai que quand on arrive à Toronto, ce qui choque un petit peu, c'est tous ces grands buildings, ces grands immeubles, cette vision un petit peu très Nord-Amérique qui tranche clairement avec bah, n'importe quel pays d'où on vient, parce que qu'on vienne d'Europe, d'Afrique ou de n'importe où dans le monde, je pense que ça tranche clairement avec tout le reste. Mais est-ce que justement, voilà, c'est un petit peu une remarque que les gens font, ah, mais c'est possible de vivre autant en français à Toronto? Bon, il faut dire que
il y a beaucoup de, je ne dirais pas de mésinformations, mais plutôt de manque d'informations au niveau des nouveaux arrivants. C'est vrai que le Canada est un pays bilingue, ça ils le savent, mais aussitôt arrivé ici dans une ville comme Toronto, comme vous le dites, c'est très difficile si on n'est pas bien aiguillé et orienté de trouver les ressources en français. Je vais vous dire moi-même, moi je suis arrivée il y a très longtemps. J'ai passé 20 ans de ma vie ici à Toronto sans savoir qu'il existait des services en français. Et donc, ce n'est que quand j'ai fini mes études en droit, j'ai commencé à travailler à la clinique juridique du Centre francophone que j'ai appris qu'il y avait des services en français. Donc, ça, c'est un exemple, je vous dis, du problème de manque d'information. Mais oui, en effet, il est possible de vivre en français, que ce soit à Toronto ou à travers le Canada. Il y a des communautés francophones d'accueil qui ont été créés par IRCC, par Immigration Canada, et ils sont éparpillés un peu partout à travers le pays. Il y en a à Cornwall, il y en a au nord de l'Ontario. Ce sont des communautés qui sont là pour accueillir les nouveaux arrivants, les immigrants francophones. Ce sont des communautés qui se sont assurées d'avoir quand même des services adéquats en français. C'est sûr que l'équivalence aux anglophones, ça c'est quasiment impossible à avoir en termes de prestations de services en français, mais il y a quand même un minimum de ressources et de services en français qui pourraient aider les nouveaux arrivants à bien s'installer en français, comme Hamilton en est une, c'est une des communautés. Et IRCC va créer d'autres communautés francophones d'accueil comme ça dans les années à venir, du moins ça c'est leur plan. Et donc, oui, c'est effectivement possible de vivre en français au Canada et à Toronto, mais il faudra quand même que le nouvel arrivant soit orienté vers ses ressources et vers ses communautés. Comme à Toronto, le Centre francophone est là avec tous ses services, une panoplie de services qui sont tous offerts en français, que ce soit obtenir des services d'aide juridique. On a des avocats qui parlent français, qui vont plaider devant les tribunaux en français, que ce soit au niveau des services cliniques, où on a des médecins, des infirmières praticiennes et des infirmières ici chez nous qui parlent français, des thérapeutes en santé mentale, des conseillers en emploi, des conseillers en établissement. Et ce genre de service existe un peu partout à travers le Canada. Et tout dépend du choix que fera l'immigrant sur sa ville de destination. Et puis, ce qui est important de souligner aussi, c'est qu'on n'est pas obligé de choisir et se dire, bon, j'arrive au centre francophone, je vais pas les embêter trop, je vais juste leur poser deux, trois questions parce que je sais pas, j'ai un traitement médical que je suivais dans mon pays d'origine, je veux juste retrouver l'équivalence de mon traitement ici, je vais prendre un docteur, voilà, juste parce que je veux parler français. Et puis le reste, je vais pas les embêter. On peut tout à fait prendre un rendez-vous pour tous les services et dire voilà, nous on a besoin de s'établir, j'ai besoin d'informations pour mes enfants, j'ai besoin d'un service médical, j'ai besoin d'un service par rapport à mon immigration, j'ai besoin d'aide à ce niveau-là et aussi j'ai besoin d'un toit sur ma tête, donc je vais avoir besoin et recours au service de logement. On peut cumuler les services, on n'est pas obligé d'en choisir un seul et rester cantonné dans celui-là. Non, effectivement, au CFGT, on a un des modèles de meilleures pratiques d'intervention auprès de nos clients, que ce soit ceux qui vivent ici ou des immigrants, des nouveaux arrivants qui viennent d'arriver. Dès le début, lorsque la personne rentre chez nous, on fait une évaluation holistique. Donc, on lui demande quels sont ses besoins. Il y a toute une liste de services qui sont là. La personne n'a qu'à cocher le service dont elle a besoin. Oui, j'ai besoin d'un médecin. Oui, j'ai besoin de voir un avocat. Oui, j'ai besoin d'avoir des conseils sur mon établissement ici. Oui, je suis à la recherche d'un emploi. Il ne fait que cocher toutes les boîtes et nous allons faire les référencements à l'interne et la personne sera contactée par ces services, justement, et ensuite avoir un rendez-vous pour discuter de ses besoins. Donc, il y a un soutien continu qui se fait. Et donc, oui, en effet, tout est sous le même toit et c'est ça qui fait que nous sommes plus ou moins uniques dans la prestation de services qu'on a en France.
Alors, on parlait justement de nouveaux arrivants. Il y a plusieurs statuts quand on arrive. C'est toujours un petit peu difficile de savoir quel est le meilleur, s'il y en a un de statut qui est un peu meilleur que les autres. On entend les visas fermés, mobilité francophone par exemple. Mobilité francophone, pour rappel, c'est, bon, je pense que tu l'expliqueras mieux que moi, mais c'est ce visa fermé qui est justement proposé pour les personnes francophones. Il n'est pas proposé dans toutes les provinces, mais ici en Ontario, on peut en bénéficier parce que c'est une province qui manque entre guillemets de main-d'œuvre francophone. Donc du coup, c'est une façon un petit peu, je te laisserai le réexpliquer un peu mieux que moi, mais dans les mots de moldu classique, c'est un peu ça, c'est voilà, faciliter l'intégration des francophones dans le milieu du travail ici. Il y a le visa ouvert, souvent le PVT pour les franco-français, les Belges également peuvent en bénéficier. Je sais que voilà, c'est des ententes entre le Canada et certains pays pour justement faciliter l'obtention d'un visa. Il y a également la résidence permanente, entre guillemets le Graal un petit peu qu'on essaye tous d'atteindre avant d'avoir forcément la citoyenneté, puisque ça c'est la fin de l'immigration, la fin du tunnel. J'espère y arriver bientôt. C'est à peu près à cette étape où j'en suis moi personnellement. Mais est-ce que voilà, est-ce que ça existe un meilleur statut qu'un autre pour arriver s'établir au Canada ou peu importe, en vrai, ça va dépendre du chemin qu'on va prendre une fois sur place. Bon, je dois d'emblée vous dire que c'est un avantage d'être francophone. Est-ce Parce que c'est que un avantage d'être francophone partout au Canada ou ici spécialement à Toronto? disons que IRCC, c'est fédéral. Et dans les programmes qui existent, pour la plupart, je ne dirais pas tous les programmes, sont disponibles pour toutes les provinces. Quand je dis que être francophone, c'est un avantage au fin de l'immigration, c'est parce que, quand je dis IRCC, c'est Immigration Canada. Donc, IRCC a beaucoup de programmes pour justement encourager les immigrants francophones à s'installer ici. Comme vous le savez, il y a un gros problème de poids démographique des francophones qui continue à diminuer. Et c'est la raison principale pourquoi le gouvernement canadien vise à rehausser les cibles des immigrants francophones. Comme vous le savez, il y a des cibles, on parle de 8,5% en 2026, 9,5% en 2027, 10% en 2028. Donc, l'intention, c'est vraiment de rehausser le poids démographique et la solution, c'est l'immigration francophone. Et donc, en parlant de divers statuts, vous l'avez dit, les PVTIS, dont le permis vacances-travail en étant, c'est un moyen de venir ici au Canada travailler et avoir une certaine expérience canadienne. Et à la fin, la personne, si elle rencontre les exigences, va pouvoir faire une demande de résidence permanente sous l'entrée express. Ensuite, le permis de travail sous la mobilité francophone. Bon, ça, comme vous le savez, le permis vacances-travail, ça, c'est basé sur un système de tirage. Alors, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir un permis vacances-travail. C'est l'idéal afin d'avoir cette porte d'entrée pour venir travailler au Canada, notamment avec un permis de travail ouvert. Mais la mobilité francophone permet aux candidats qui parlent français et la personne n'a pas vraiment nécessairement besoin de parler français dans le travail où il sera sélectionné, mais tant et aussi longtemps que la personne est francophone, parle français et qu'elles reçoivent une offre d'emploi ici au Canada, et que l'employeur veut bien faire les procédures administratives pour, si vous voulez, parrainer cette personne, ce travailleur étranger. Alors, la mobilité francophone va permettre à cette personne de venir travailler en tant que travailleur étranger au Canada. Ça peut être pour 1 an, ça peut être pour 2 ans, et ce permis est renouvelable tant et aussi longtemps que la personne continue à être éligible selon les exigences de l'immigration. Et donc, quelqu'un qui se trouve à l'extérieur du Canada, par exemple, je ne sais pas, à Paris, et qu'il y ait un employeur ici qui veut bien employer un travailleur étranger, qui veut faire la procédure administrative, et tant et aussi longtemps que l'emploi
en question tombe sous la catégorie sous le tableau de classification nationale tel qu'identifié par l'Immigration Canada. Donc, nous savons tous qu'il y a des secteurs d'emploi qui sont vraiment en demande. Alors, l'étranger, le travailleur étranger peut très bien venir travailler avec un permis de travail fermé. Donc, un permis de travail fermé veut dire que la personne ne peut pas travailler pour un autre employeur autre que celui qui l'a parrainé. Bien sûr, si la personne trouve un autre emploi et que le deuxième employeur veut bien faire la procédure, il y a la possibilité de changer le permis de travail. Donc, dans ce cas-là, il faut repasser à travers les procédures administratives au niveau d'IRCC. Et donc, la personne qui vient, qui travaille pour l'employeur avec un permis de travail fermé, peut, après avoir accumulé 12 mois d'expérience canadienne ici, faire une demande de résidence permanente sous l'entrée express, encore une fois. Donc ça, c'est une autre façon de venir. Il y a aussi les étudiants étrangers, donc ça, c'est un autre programme, qui viennent étudier ici et à la fin de leurs études, ils peuvent faire la demande d'un permis de travail post-diplôme. Je sais que dernièrement, il y a eu beaucoup de changements au niveau du RCC en raison du scandale des étudiants internationaux qui sont trop nombreux et tout. Bon, C'était surtout un petit peu les organismes scolaires qui attiraient pour avoir des sous parce qu'on sait que les étudiants étrangers payent beaucoup plus cher leurs frais d'inscription. exactement. C'est vrai que ça avait fait pas mal la une de l'actualité ici parce que on est conscient que l'immigration est très importante au Canada. Clairement, quand on est dans la rue, on entend parler toutes les langues et tout. Mais il y a forcément ce côté un petit peu plus sombre. Et oui, c'est vrai que ça avait fait un petit peu l'actualité il y a quelque temps. Exactement. Mais je peux vous dire que les étudiants internationaux francophones euh, sont mieux traités au niveau de IRCC. Il y a, par exemple, présentement un programme pilote pour les étudiants internationaux francophones. Et il y a certains établissements postsecondaires qui ont été sélectionnés, en fait, comme l'Université de l'Ontario français, le Collège Boréal, le Collège La Cité, et ils ont reçu un nombre limité d'étudiants qui peuvent faire une demande dans ce programme. Et la beauté, c'est que si la personne est acceptée, dans ce projet pilote. L'étudiant va venir, il va étudier. Après son programme d'études, il n'a même pas besoin de faire un permis de travail post-diplôme et il est beaucoup plus facile. Il y a une voie accélérée pour cette personne d'avoir la résidence permanente. Donc, ça, c'est une autre façon d'acquérir la résidence permanente pour un francophone qui veut immigrer ici. Et bien sûr, finalement, il y a le programme d'entrée express pour ceux qui sont toujours dans leur pays et qui travaillent dans des domaines qui sont vraiment en demande ici au Canada. Alors, ils vont aller dans le bassin des candidats dans l'entrée express et s'ils sont sélectionnés, le processus peut être de 6 à 9 mois avant qu'ils ne reçoivent leur résidence permanente. Mais il faut dire que immigrer au Canada, c'est très cher, hein. Alors, il faut rencontrer les exigences d'IRCC concernant, tout d'abord, il y a les frais de faire l'équivalence des diplômes, il y a les frais de traitement de la demande, il y a les frais de résidence permanente et en plus de ça, il faut aussi faire preuve d'un certain niveau de biens, d'argent dépendant du nombre de personnes qui se trouvent dans cette famille. Donc, une personne, par exemple, doit faire preuve qu'il a au moins 10 000 $ pour subvenir à ses besoins une fois arrivé au Canada. Quelqu'un qui a un conjoint ou une conjointe, bon, il faudra faire preuve d'un niveau beaucoup plus élevé que 10 000. Si la famille a des enfants, encore une fois, ça peut aller dans des vingtaines de milliers de dollars, hein. Donc, c'est pas cher d'immigrer c'est très cher d'immigrer au Canada, je dois dire. C'est vrai, c'est important de le souligner aussi parce que des fois, bah, surtout comme par exemple, tu le disais, le PVT, c'est un tirage au sort. Donc au final, on s'inscrit et si on a de la chance, eh ben, on est sélectionné et on a un visa. Alors oui, il me semble, parce que moi aussi je suis passée par le PVT, c'était mon premier statut en arrivant. Il me semble qu'il fallait prouver quand même qu'il y avait un certain Oui, nombre d'argent sur ton compte en banque. Mais au-delà de ça, c'est pas forcément très cher
le PVT, mais c'est vrai qu'une fois qu'on est à l'étape d'après et cette fameuse résidence permanente, c'est vrai que c'est un budget à préparer. Moi, je l'ai préparé toute seule, donc j'ai pas l'idée pour une famille, un couple, tout ça, mais c'est vrai que faut compter la visite médicale, faut compter les certificats de police. Moi, dans mon pays d'origine, la demande était gratuite, mais celle du Canada, c'est un petit billet de 20 dollars, mais 20 dollars par-ci, 200 dollars par-là, 300 dollars par-ci, plus le paiement final qui, moi, à l'époque, je l'ai fait en 2020, c'était aux alentours de 1400 dollars. C'est un budget parce que 1400 dollars, faut quand même continuer à payer ses factures et son loyer à côté. Donc, c'est un petit peu des sous qu'il faut. En fait, je pense que c'est une préparation aussi si effectivement la résidence permanente est une fin en soi, parce qu'il y a certaines personnes qui font un PVT de 2 ans et puis qui se rendent compte qu'au final, bah, peut-être que c'était pas le bon choix ou au final, ils ont fait le tour de ce qu'ils avaient envie de voir ici et rentrent dans leur pays d'origine, ça arrive aussi. Mais si le but c'est de s'établir réellement sur le long terme, je pense que la bonne idée, c'est quand même de mettre un petit peu de sous de chaque mois de côté. Voilà, au mieux, vous ferez un beau cadeau. Et au pire, entre guillemets, ce sera les sous pour la résidence permanente si jamais Oui. vous n'avez pas les moyens au moment de faire le paiement. Ça peut toujours être un petit backup, comme on dit en bon français. Définitivement. Comme je vous dis, il est très important d'avoir les ressources financières pour payer ses frais de subsistance une fois arrivé ici, surtout lorsqu'on vient avec de la famille, avec son conjoint et les enfants. J'ai été à Destination Canada à Paris récemment, vers le mois de février. C'est une fois pour les futurs immigrants qui viennent pour obtenir de l'information sur comment immigrer, comment trouver un emploi, c'est quoi la mobilité francophone. Il y a aussi des employeurs qui se trouvent là. Ils sont là pour obtenir des informations sur la vie au Canada. Et j'ai rencontré plusieurs personnes qui, eux, répondaient aux critères pour immigrer, mais qui n'avaient pas les moyens. Lorsqu'on leur disait, voici combien ça peut vous coûter, surtout, je me souviens, il y avait une dame très qualifiée, hautement compétente, qui avait 3 enfants. Et elle m'a dit, je n'ai pas les frais et les ressources financières qu'on me demande de prouver justement pour faire les démarches pour venir au Canada. Ouais, c'est difficile de se rendre compte qu'au final, c'est peut-être les sous qui peuvent bloquer, alors qu'au final, on est qualifié sur tous les autres points, que cet argent, on est censé le faire une fois sur place parce qu'on a sûrement une Exactement. voie professionnelle qui fait qu'on aura les sous à un moment donné. Mais voilà, donc c'est aussi quelque chose qui se prépare même à l'avance. C'est pour ça que c'est important d'en parler parce que si on parle pas d'argent, une fois qu'on arrive devant le fait accompli, on se rend compte que oui, effectivement, il y a des frais. Ah, mais personne m'en avait parlé. Bah oui, parce que c'est vrai que l'argent, ça reste toujours un sujet un petit peu tabou. On n'en parle pas Oui, forcément. mais en même temps, il y a aussi la réalité, hein. On va pas arriver du jour au lendemain à trouver un emploi. Ça prend plusieurs mois. Vous savez, on a des services d'employabilité au centre francophone et les tendances sont que ça prend plusieurs mois avant qu'une personne puisse se trouver un emploi. Un Et emploi donc, qualifié, on va s'entendre, parce que sinon on peut toujours prendre un travail dans un fast-food, le oui, temps oui, de... Voilà. c'est vrai. Dans Mais une voilà, un usine vrai n'importe travail où. qualifié qui match, on va dire, notre qualification, notre scolarité, les diplômes qu'on a, c'est vrai que voilà, s'établir dans son domaine, entre guillemets, c'est vrai que ça peut prendre un peu longtemps. Mais vous savez, que, l'entrée express, c'est un programme pour les travailleurs qualifiés. Donc, ce sont des personnes hautement qualifiées. Nous avons des ingénieurs, des avocats, des médecins, des gestionnaires qui viennent ici. Et comme vous le dites, oui, ça pourrait être plus facile de trouver un emploi comme serveur dans un restaurant. Mais lorsqu'on a 10 ans, 15 ans d'expérience dans son domaine, dans son pays, puis quitter tout cela, venir dans un nouveau pays. Il y en a qui ne veulent pas quand même euh, Ça dépend travailler. de l'âge qu'on a aussi, je pense, en arrivant. Ça aussi, c'est très difficile pour quelqu'un qui est dans la quarantaine, 45, 50 ans, d'aller se trouver un petit emploi. Et l'autre barrière, c'est l'anglais, hein. Surtout si on vit dans une ville comme Toronto, l'anglais, c'est très important. Et beaucoup viennent, ils sont hautement qualifiés, mais ils ne peuvent pas fonctionner dans un environnement anglophone. Et là, il faut prendre des cours d'anglais, améliorer ses compétences linguistiques afin qu'il puisse fonctionner dans un milieu de travail anglophone.
On parlait tout à l'heure aussi de venir en famille ou seul. Est-ce qu'il y a quelque chose qui y joue dans son parcours d'immigration? Est-ce que c'est mieux de venir seul, s'établir et ramener sa famille après? Ou autant être tous dans le même bateau un peu et on arrive ensemble et puis bah on fait face un petit peu aux difficultés ensemble? Nous, la majorité d'immigrants que nous accueillons à personne, je peux vous dire, sont des personnes qui viennent avec leur famille ou en couple. Bon, mais c'est sûr que venir en famille, en couple ou tout seul, ça joue dans le parcours d'immigration de l'immigrant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut avoir les ressources financières avant même d'immigrer. Il faut faire preuve d'avoir ces ressources financières et donc lorsqu'on est plusieurs, alors le barème qu'on vous demande de rencontrer, c'est beaucoup plus élevé. Donc ça, c'est une considération. Euh, Si on arrive tout seul et qu'on veuille après faire venir notre conjoint ou la famille, il y a tout le système de parrainage et le regroupement familial qui doit se faire. Et ça, en soi, peut prendre beaucoup de temps. J'ai vu des demandes de parrainage prendre jusqu'à 2 ans et parfois même pour l'Afrique, c'est 3 ans, hein, le regroupement familial, justement en raison du manque de ressources dans certains bureaux de visa. Alors, il y a le délai de traitement de ces demandes qui doivent être prises en considération. Ensuite, si on arrive avec des enfants, il faut penser aussi que, bon, quand on vient tout seul, on peut louer une chambre temporairement Même et y être à l'hôtel, aller, aller au voilà, c'est travail. plus simple. C'est ça. Mais quand on a une famille, hein, il faut avoir un logement adéquat. Quand on a des enfants, il faut penser au système scolaire. Il y a des considérations d'inscription de son enfant. Mais moi, je dirais que c'est le logement et l'emploi qui sont les besoins les plus criants. Et lorsqu'on vient avec sa famille, on n'a pas un logement ou un emploi. Bon, là, il faut nécessairement prendre n'importe quel emploi qui est disponible, peu importe le domaine dans lequel la personne a pratiqué dans le passé. Oui, puis autant à la limite quand on est en couple, on va dire chacun peut apporter un peu de sous pour faire une Ça grosse aussi, cagnotte, oui, mais les enfants, on va pas leur demander, Eh, tu mets non, ton argent de poche dans la cagnotte parce que là, faut montrer à l'immigration qu'on a beaucoup de sous pour arriver au Canada. Donc les exactement. enfants, entre guillemets, même si j'aime pas cette expression, c'est des personnes à charge. Et qui dit personne à charge, dit personne qui ramène pas d'argent sur la table. Donc c'est aux parents de d'apporter plus justement pour couvrir les frais des enfants. Exactement. Ouais. Donc il n'y a pas C'est la vie réellement de... de formule magique au final. Venir Exactement. seul ou en famille, c'est juste prendre en considération un petit peu ce que ça engendre d'arriver à plusieurs, ce que ça engendre d'être tout seul. Si on veut ramener sa famille, comme tu dis, ça peut prendre du temps. Et ça, c'est important de le savoir aussi parce que souvent on se dit ça, oh lui, il va partir, il fera de l'argent, il nous enverra des sous et puis dès qu'on peut, eh ben, on fait les valises et on arrivera. Si c'est pour se séparer de sa famille pendant 3 ans, ça peut être très long en fait. Oui, Ouais. effectivement. Donc on parlait du centre francophone, mais c'est vrai qu'il y a d'autres organismes aussi. Les conseils scolaires aussi sont énormément présents dans le parcours d'immigration parce que bah, ça fait partie pour les enfants de leur côté à eux, bah, de leur préparation au monde un petit peu. Il y a d'autres organismes. Est-ce que justement c'est important de se tourner vers ces organismes? D'une, parce qu'il faut les faire vivre, ils ont été mis en place par le gouvernement aussi. Euh, mais est-ce que voilà, est-ce que c'est primordial de se tourner vers les organismes ou au final on peut quand même avoir un parcours d'immigration tout à fait correct sans avoir recours à ces organismes? Bon, moi, ma réponse serait que oui, les organismes d'établissement qui existent jouent un rôle très important dans la vie de ces immigrants, notamment, je dirais, lorsqu'ils viennent d'arriver au Canada. Vous savez, le manque d'information peut souvent mener à la personne à prendre une mauvaise décision. Il y a des immigrants qui écoutent, vous savez, ils ont un groupe WhatsApp, là, entre eux, ils vont discuter de choses, puis là, ils vont prendre des conseils des personnes qui peut-être n'ont pas vécu la même expérience qu'eux, parce que chaque nouvel arrivant a un vécu unique, un vécu différent, ont des besoins différents. Et les organismes d'établissement ont un rôle très important à jouer auprès de ces nouveaux arrivants. Je peux le dire parce que chez nous, on a
On a une quarantaine de personnes qui sont là juste pour aider les personnes à faire des plans d'établissement. Donc, ils arrivent, voici votre plan, on va se mettre ensemble, quels sont vos besoins. Vous cherchez un emploi, d'accord, je vais vous référer au service d'employabilité ici. Vous cherchez un logement, on a un service d'aide au logement. Prenez rendez-vous avec un conseiller en logement. Surtout en logement, il y a beaucoup de risques qui se posent au niveau des nouveaux arrivants. Je suis sûre que vous avez entendu parler des propriétaires qui exigent des avances de loyer de 10 mois, Même j'ai justement parce entendu que même un an, hein, des fois. un an, oui, Parce que comme on juste un connaît pas forcément comment ça marche, on se dit pas que oh le gars va m'arnaquer. On se dit juste bah cette personne elle me demande ça. C'est comme tu dis, ce manque d'information ou le fait aussi que ça fait beaucoup de choses. C'est beaucoup c'est d'informations à la fois beaucoup. aussi. Donc Oui. des fois il y a certaines informations qui passent à la trappe et on se dit bah s'il me demande ça c'est normal. Donc on va à la banque, on fait 20 chèques, 10, 12 chèques à l'avance sans se Ouais. rendre compte que attention vous allez tomber dans un piège en fait. Exactement. Donc, c'est le manque d'information. Beaucoup ne sont pas au courant de leurs droits. Ils ont des responsabilités, oui, à payer le loyer, mais ils ne savent pas qu'un propriétaire ne peut pas venir chez lui à n'importe quel moment sans l'avertir. Donc, ils ne sont pas au courant de leurs droits. Donc, un service d'établissement va aiguiller la personne vers des ressources où la personne peut obtenir des informations sur ses droits. Ils organisent des webinaires sur les finances, sur les cartes de crédit. Encore une fois, ne vous faites pas prendre par des banques qui vous offrent des cartes de crédit sans pour autant regarder quels sont le taux d'intérêt, la planification financière, comment faire un budget ici au Canada. Euh, je- on parle même des compétences culturelles, la culture au travail. Ici, on ne peut pas se permettre d'arriver à son travail tard, comme ça se fait peut-être dans certains pays. Ici, c'est très strict. Si votre emploi du temps, c'est de 9 heures à 5 heures, il faut vous assurer que vous soyez à l'heure. Sinon, il se peut qu'il y ait des mesures disciplinaires qui peuvent être prises contre vous. Vous risquez de perdre votre emploi. Mais c'est l'inscription dans les écoles, comment fonctionne le système scolaire ici, parce qu'on peut provenir d'un pays. Nous, on accueille des immigrants des pays subsahariens, des pays africains. Dans le système scolaire est très, très différent. Ici, les parents ont des responsabilités, les devoirs, comment ça fonctionne. Donc, on a toute une équipe, on les appelle les travailleurs en établissement dans les écoles qui sont là pour appuyer les parents et les élèves nouvellement arrivés à s'adapter au nouveau conseil scolaire. Donc, moi, je dirais que oui, sans ces informations, c'est quasiment, je dirais, impossible de bien s'établir Et dans un ju- nouveau pays. et justement, est-ce que le centre francophone peut aider des personnes qui prévoient de s'établir, donc qui sont encore dans leur pays d'origine et qui ont besoin de quelques informations encore pour tout pour bien préparer leur arrivée, ou faut attendre d'être arrivé ici, que ce soit à Pearson ou une fois installé dans son endroit, logement, peu importe comment on appelle ça au début, en tout cas, pour pouvoir vous contacter. Est-ce que ça peut se faire même à distance? Oh, au fait, nous avons les services pré-départ. Ça s'applique aux personnes qui ont eu la résidence permanente, mais qui s'apprêtent à quitter le pays. Donc, pas nécessairement pour les travailleurs étrangers, les étudiants internationaux ou les PVTistes, mais pour les résidents permanents qui ont été acceptés. Donc, les services pré-départ a toute une équipe ici de conseillers pour justement donner de l'information au préalable aux personnes qui s'apprêtent à quitter leur pays. Par exemple, étudier les régions d'ici au Canada où ils veulent s'établir, évaluer le coût de la vie, les opportunités d'emploi, la qualité des écoles dans leur sélection de la ville en fonction de leurs ressources. Le choix du lieu de résidence, ça, c'est très important. Est-ce qu'ils veulent vivre dans un grand centre urbain ou dans une petite ville périphérique? Où le coût de vie peut être plus abordable, par exemple, mais où les opportunités d'emploi peut-être sont un petit peu rares. Il Limité, y puis a, la vie culturelle aussi peut être un peu plus ah, limitée si on est un peu exactement, plus éloigné de la ville. Mais comme tout dans la vie, on peut pas tout avoir. Ça balance avec le prix des loyers. On sait que exact. le logement à Toronto, moi pour être là depuis 8 ans bientôt, on a vu les prix monter en flèche. Donc forcément,
surtout si on est en famille, peut-être que vivre un tout petit peu à l'extérieur de la ville, est-ce que c'est pas une si mauvaise idée que ça? Mais ça engendre peut-être une voiture. Est-ce qu'on a le bon permis de conduire pour conduire ici? Enfin, c'est tout un truc en fait. C'est toutes ces informations qu'on donne au fait aux personnes qui s'apprêtent à quitter. L'assurance santé, vous savez, il y en a beaucoup qui ne savent pas qu'il faut souscrire avant l'arrivée à une assurance santé privée parce que dès qu'on arrive ici, on ne sera pas automatiquement éligible à l'assurance santé de la province. Il y a un délai d'attente et qu'est-ce qu'on va faire si on tombe malade pendant la période d'attente? Donc, il faut nécessairement avoir une assurance santé. Le budget et la préparation financière, ça, c'est un autre conseil qu'on donne aux personnes qui s'apprêtent à quitter. Avoir une réserve financière, juste au cas où il y a des urgences. Euh, Avoir des frais initiaux pour les premiers loyers. Vous savez, le propriétaire va demander, même s'il ne demande pas 12 mois de loyer, il faut toujours payer le premier et le dernier mois. Parfois, il demande un dépôt de garantie, même si ce n'est pas légal. Il y en a beaucoup qui acceptent de le payer justement, juste pour avoir un logement. L'achat de meubles pour meubler l'appartement il faut quand même prévoir un budget pour ça. Et aussi les vêtements adaptés aux saisons canadiennes, hein. Souvent, surtout les clients qu'on accueille ici qui viennent de l'Afrique. Bon, c'est quoi un manteau d'hiver? L'utilité d'avoir des bottes d'hiver pour soi-même et pour les enfants. Donc, il faut quand même prévoir des frais initiaux pour ces dépenses-là. Et Et est-ce que... après, Pardon, pardon. excuse-moi, non, non, continue, je t'en prie. Ben, il y a tous les documents administratifs. Il faut veiller à ce qu'on ait tous les documents administratifs nécessaires. De plus des papiers d'immigration, préparer les relevés de notes, les diplômes universitaires. Il faut venir avec tous ces documents, ce qui va nécessiter une équivalence canadienne. Donc, beaucoup de personnes ne pensent pas à ça, surtout dans des pays où on a tendance à laisser nos documents chez les parents. On va venir ici, les documents seront sauvegardés par les parents, les grands-parents. Et finalement, le réseautage et l'intégration. Donc, on l'a dit, il faut tisser des liens locaux une fois arrivé ici, sinon on va se retrouver isolé, seul. Et là, on partage les informations sur les associations, parfois ethnoculturelles, les communautés qui sont destinées aux nouveaux arrivants, tels que le Centre francophone, afin de faciliter l'intégration. C'est un très bon exemple que tu as donné, l'histoire des papiers. Parce qu'au début, on se dit, oh, je vais pas venir avec tout ça, ça va prendre du poids dans ma valise. Et puis on sait qu'on est déjà un peu limité, on peut pas venir avec un cargo non plus pour soi. Mais je te rejoins là-dessus et j'en ai été personnellement victime parce que quand j'ai dû faire mon dossier pour la résidence permanente, on m'a demandé des relevés de notes. Ça faisait déjà longtemps que j'avais quitté l'école. On m'a demandé mes premières fiches de paye, mes contrats de travail. Donc, eh ben, je suis retournée chez mes parents pour récupérer tous ces documents parce que j'avais pas pensé que c'était important de les avoir. Donc ouais, c'est important dans sa valise, gardez quand même une petite place pour vos documents administratifs. D'une, c'est toujours mieux de les avoir avec soi, on ne sait jamais. Et puis de deux, ça va sûrement être très très utile pour votre dossier d'immigration. Je pense que c'est très très bien d'avoir mentionné ce truc-là, Issa, parce que c'est vrai que c'est tout bête, on n'y pense pas, et comme on est à l'ère un peu Mhm. du numérique, on a l'impression que, bon, c'est pas grave, je t'enverrai un PDF. Oui, mais le PDF, faut quand même avoir un document initial à la base d'original. Il y en a beaucoup qui demandent les originaux ici. Je sais. Et ce sont des petites choses pratico-pratiques, des conseils pratico-pratiques là qu'on donne aux nouveaux arrivants, parce qu'on sait justement qu'ils vont pas penser à tout ça. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter? Tu parlais par exemple tout à l'heure des propriétaires qui peuvent demander un an de loyer, demander un dépôt. Bon, on n'est pas dans le grand piège du grand méchant loup non plus, même si c'est assez fréquent et que ça peut être handicapant pour une personne, parce qu'elle n'est pas censée payer autant et du coup c'est peut-être la raison, oui ou non, de prendre un appartement au final, parce que si on n'a pas un an de loyer à l'avance, voilà, ça peut être compliqué. Mais est-ce qu'il y a d'autres pièges? Un petit peu, qui sont même un petit peu devenus monnaie courante et que bah, malheureusement, c'est souvent les nouveaux arrivants qui tombent dedans. Ben, moi, je dirais, selon nos expériences sur le terrain, les offres d'emploi frauduleuses. Vous savez, on ne sait pas, on est nouvellement arrivé, on nous fait des offres d'emploi, en contrepartie, vous payez des sommes d'argent, donc des promesses de gains rapides. Ça peut être souvent le signe d'une arnaque, mais les nouveaux arrivants ne le savent pas, surtout quand il faut faire un paiement, on vous demande de faire un virement au préalable. Donc,
il faut quand même être aux aguets de ces offres d'emploi frauduleuses. Je dirais aussi, bon, vous avez parlé de logement, c'est peut-être pas des pièges frauduleux, mais sous-estimer la durée de recherche d'emploi. Donc, ça pourrait aussi, on se dit, ah, ben moi, je suis hautement qualifiée. Dès que j'arrive, je vais me trouver un emploi, donc pas besoin d'avoir des réserves financières pour ça, pour, comme j'ai dit, pour le logement, payer le loyer en avance. Mais aussi, je dirais, il faut pas prendre pour acquis que oui, si on va aller, on va s'installer dans une ville métropolitaine très grande, que l'installation va se faire beaucoup plus rapidement. Le coût de la vie, vous l'avez mentionné, le loyer, surtout ici à Toronto et même à Tout, hein, Ottawa, les c'est la même courses, tout, chose. tout, tout a augmenté quand même. Même Ouais, pour passer ouais. à la caisse au magasin, bon, ça s'est un petit peu calmé quand même, on va quand même le mentionner pour pas faire peur aux gens. Mais c'est vrai qu'entre le loyer, les frais fixes, entre guillemets, payer Internet pour la maison, l'assurance, tout ça, c'est vrai que ça Ouais. peut vite chiffrer en fait. Ah oui, ah oui. Et bon, surtout quand on est le seul gagne-pain de la famille, avec une seule personne qui travaille, c'est quasiment impossible parce qu'on vient avec une famille, de vraiment, vraiment avoir une qualité de vie adéquate, là. Au fait, c'était la première des questions qu'on nous posait lorsque j'étais à Destination Canada. C'était quel est le minimum, le salaire minimal que je dois faire afin de pouvoir survivre dans une ville comme Toronto. Et la réponse, c'est quoi à peu près? Et la réponse, bon, je leur ai dit qu'en personne seule, moi, j'ai dit peut-être 70 75 000 $ par année, parce que justement, le loyer est très, très cher. Mais bon, ça dépend aussi. Si on choisit d'avoir son propre appartement, ça va coûter cher. Mais si on choisit de louer une chambre, peut-être, peut-être que ça va être un petit peu moins cher. Mais c'est sûr que tout est cher, hein. C'est peut-être l'inflation, mais vivre à Toronto, c'est cher. Oui, puis c'est vrai aussi peut-être ce côté, le Canada, c'est un Eldorado, tout le monde part Exactement. là-bas, donc forcément, j'ai vu une personne sur Instagram ou TikTok qui fait des vidéos, sa vie a l'air géniale, donc pourquoi moi ça va être pourri? Oui, En gros, c'est un peu la mentalité, mais c'est pas parce que chaque expérience, et tu l'as bien souligné tout à l'heure, chaque expérience d'immigration est différente. La mienne a été différente de la tienne et la mienne sera différente de la personne qui est en train de nous regarder tout de suite maintenant parce que on a tous déjà un parcours de vie différent, des diplômes différents, un âge différent. Est-ce qu'on a été mhm, marié? Tout ça, c'est des questions qu'on nous pose dans notre dossier pour l'entrée express. En tout cas, c'est sur celui-là que je suis. Et en fonction de vos réponses, vous avez des points et tout le monde ne peut pas avoir le même nombre de points. Même si c'est votre copine et que vous êtes pareil dans plein de choses, bah, votre dossier d'immigration, lui, c'est sûr qu'il sera différent en fait. Donc, avoir exactement. cette image de l'Eldorado, je pense que c'était le cas il y a peut-être une dizaine, quinzaine d'années, où effectivement, il y avait plus de facilité de trouver du travail rapidement. Je me rappelle de copines qui me disaient, ouais, en 2 mois, j'avais un travail dans ma branche, je gagnais très bien ma vie, les loyers étaient beaucoup moins chers. Donc, la qualité de vie était plus simple, entre guillemets, à retrouver, même si on était nouvel arrivant. Je pense que ça prend quand même un petit bout de temps. Comment justement t'estimerais le moment où, ça y est, on est enfin établi? Combien de temps ça prend entre le moment où on arrive, on s'installe, faut trouver une maison, faut trouver un emploi, et ça y est, on peut enfin profiter de la petite balade, entre guillemets. Ça y est, on est enfin sur les rails et ça devrait glisser tout seul. Ça prend du temps. Ça dépend. Je veux dire, il y a plusieurs degrés d'établissement. Aux yeux d'IRCC, un nouvel arrivant est décrit comme quelqu'un qui est ici depuis 5 ans au moins, Ok. et dont cette personne a droit à des services d'établissement jusqu'à 5 ans après son arrivée. Mais pour répondre à ta question, quand tu l'as dit, chaque expérience est différente. Mais au moyen, tout dépend du délai à trouver un logement, parce que c'est le logement qui va tout déterminer. Le logement va déterminer quelle école
à quelle école l'enfant sera inscrit, parce que, comme tu le sais, ici au Canada, c'est la zone géographique du lieu de résidence qui détermine l'école. Et donc, tout dépend de combien de temps ça va prendre. Bon, comme je l'ai dit, il y a des propriétaires qui demandent 12 mois de loyer. Si le nouvel arrivant est prêt à payer, même si ce n'est pas légal, 12 mois de loyer, c'est sûr que ses chances de trouver un logement, c'est beaucoup plus rapide que quelqu'un qui va choisir d'attendre, de suivre les règles. Euh, Moi, je dirais que ça peut prendre jusqu'à 4 à 6 mois avant que la personne puisse être dans une situation stable où il peut dire oui, j'ai un logement maintenant, j'ai signé un bail, mes enfants sont inscrits à l'école et j'ai un emploi. Pour certaines personnes, c'est sûr que le parcours, c'est beaucoup plus long pour trouver un emploi dans son domaine. Et donc, si la personne choisit de prendre un emploi, à faire du n'importe quoi, c'est sûr que si la personne est flexible, on peut dire que le parcours d'établissement dans les médias, ça sera moins long que quelqu'un qui va attendre de trouver un emploi dans son domaine. Mais ça peut être un piège aussi, je rebondis sur ça, de des fois trouver un petit emploi, j'ai Oui, n'importe quoi, dans un fast-food, dans un petit oui, Tim Hortons par exemple, parce que du coup on arrive dans le monde du travail et bah, on aura des horaires et on sera fatigué et à côté de ça, faut s'occuper juste de soi, déjà ça prend du temps, mais si on a des oui. enfants, s'occuper des enfants, tout ça, et du coup bah on se met un petit peu des bâtons dans les roues parce qu'on n'a plus ce temps pour trouver du travail et moi, j'ai tendance à dire que chercher du travail, c'est un travail en soi, parce que Ah oui, faire ça c'est des sûr. demandes, faut Ça faire c'est des sûr. entretiens, ça prend énormément de temps. Oui, il faut se préparer, hein. Se préparer pour les entrevues, savoir quoi dire, ne pas dire à une entrevue, préparer son CV, hein. Il y en C'est vrai a que c'est qui différent viennent aussi avec en des fonction de là où on exact. vient. Ouais. Oui, oui. Et il faut tailler sur mesure les CV, dépendant de l'offre d'emploi aussi, à chaque fois. Et donc, je suis d'accord avec ce que tu dis aussi. C'est un piège que de prendre n'importe quel emploi, puis après ne pas avoir le temps de soit se trouver un autre emploi ou de prendre les cours linguistiques nécessaires, par exemple, pour améliorer son anglais afin qu'on puisse trouver un meilleur emploi ou même de prendre le temps d'aller faire du réseautage dans son domaine, faire les connexions nécessaires pour pouvoir avoir un emploi dans son domaine. Donc, tout ça, ça prend beaucoup de temps et c'est vrai, c'est le piège dans lequel on peut se trouver si on se dit, bon, moi, je vais travailler chez Tim Hortons dans les médias juste pour que je puisse payer mes dépenses. Donc, c'est Ça a pourquoi c'est pesé le important. pour et le contre, quoi, quand on fait ça. Exactement, oui. Mais c'est important aussi, je dirais, de se faire entourer par les bonnes personnes, les bons services, pour que ça prend de la motivation, hein. On ne peut pas juste dire que oui, je vais prendre telle décision, je vais travailler là, mais ça, c'est une décision à court terme. Donc, parler aux gens, se faire accompagner par des conseillers en orientation et en établissement, en emploi. Lorsqu'on fait ça, on a cette motivation. Il y a quelqu'un derrière nous qui va dire, non, fais ça, fais ce stage, même si c'est pas bien rémunéré. À long terme, cela va t'amener un emploi dans ton secteur. Donc, c'est très important de prendre de bonnes décisions comme ça. Et Aïssa, justement, avant qu'on clôture cette émission, est-ce que tu pourrais nous donner ton top 3 des meilleurs conseils, des meilleures pratiques à mettre en place quand on veut arriver dans une ville comme Toronto, parce que toi, ta spécialité, c'est quand même un petit peu ce coin de pays ici, là. Donc, ce serait quoi ton top 3? Même si, voilà, des conseils, on en a donné tout au long de cet épisode, il y en a quand même peut-être, même si tu peux te répéter sur des trucs qu'on a déjà pu dire, hein, mais voilà, le top 3 clairement des choses vraiment à garder en tête quand on veut s'établir ici. Ben moi, je dirais bien étudier la région où on va s'établir. Ça, en soi, c'est la toute première décision. La ville de destination, bien étudier les opportunités qui existent là, que ce soit un emploi, le coût de la vie ou la qualité des écoles, hein, pour les enfants. Deuxièmement, je dirais la préparation financière. Bien se préparer, avoir une réserve financière, prévoir en 6 mois et un an de dépenses, que ce soit pour le loyer, transport, dépôt de garantie, euh, faire un budget au préalable.
Troisièmement, je dirais l'assurance santé. Ça, c'est très important. Surtout si vous venez avec des enfants, vous vous trouvez dans une urgence, s'assurer d'avoir une souscription à une assurance santé privée dès le départ. Bah écoute, merci beaucoup Aïssa d'avoir donné autant de bons conseils, de bonnes pratiques à mettre en place. C'est surtout que c'est des trucs qui paraissent tellement évidents, mais quand on est dans un départ, on quitte son pays, bah on n'a pas forcément le cerveau disponible sur tous les plans. Et c'est important justement de rappeler qu'il y a bah, justement des organismes qui sont là aussi pour vous épauler, parce que un départ, quitter son pays, c'est pas une chose à prendre à la légère. Et quand on entend certaines personnes dire que les immigrants, ils viennent juste pour prendre le travail des autres, non, en fait, ça prend beaucoup de travail. C'est aussi beaucoup de courage de savoir mettre en place toutes ces choses et mettre sa vie d'avant dans une petite boîte ou dans une valise et de l'emmener avec lui, avec soi dans son nouveau pays. Donc voilà, ça demande énormément de courage, mais aussi beaucoup de préparation, comme tu l'as souligné. Donc en tout cas, merci beaucoup pour ton temps, Aïssa, puis j'espère à très bientôt. Merci de m'avoir invité, Nathalie. C'était donc Nathalie Salmeron et Aïssa Notou pour ce nouvel épisode de Résidence de l'immigration. Et je rappelle que ce projet il est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. À bientôt. Ah, c'était cool. J'aurais pu parler encore longtemps. D'un coup, j'ai Ah regardé mon téléphone, oui, il il y était a à tellement 54 de minutes. choses, hein. Merde. Ouais. Ouais, non, c'était Surtout toi, tu as fait le parcours, donc tu peux puiser de tes propres expériences personnelles aussi. ouais, bah moi j'ai fait tout ça. Moi je suis arrivée avec un PVT. Après j'ai eu mobilité francophone. Parce que et ça, tu vois, c'est là où je me dis, tu vois, j'ai été idiote parce que le centre francophone, je les ai reach out au moment où j'étais en galère, en fait. Parce que je Ah, me suis pas rendu compte que le travail que j'avais, mon premier emploi, c'était dans une banque, loin du journalisme, hein, mais il fallait trouver un travail. Je me suis dit, c'est bilingue, c'est cool, puis ça va m'apprendre le monde de la banque qui est tellement différent de ce que je connaissais de la France. Mais par contre, là où je me suis pas rendu compte et j'ai été débile, c'est que je suis restée 1 an et demi dans ce travail. Ça me plaisait pas du tout. Mais je me disais, prends sur toi, sois résiliente, tu auras ta résidence permanente au bout de ce temps-là. Sauf que la mention, enfin mon appellation de travail était trop customer ah, service et du coup ça rentrait ok. pas dans les cases Ah, d'accord. pour faire la résidence permanente. Donc au bout d'1 an et demi, moi il me restait quoi? 3 semaines sur mon visa? Je me Aïe. suis rendu compte que c'était pas possible. Et j'ai été au centre francophone et j'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire qui m'a réellement aiguillée, qui m'a dit, voilà, le seul truc qui te reste à faire là, clairement, c'est une mobilité francophone. Sinon, bah, va falloir rentrer, quoi. Puisqu'on peut pas éteindre un PVT. Non. Et du coup, je me rappelle, j'ai cherché du travail, trouvé du travail, passé l'entretien en 3 semaines. Vraiment, j'étais en mode machine. Oh, tu as été chanceuse, hein, parce que nous, on a plusieurs personnes qui se trouvent dans des situations pareilles et l'enjeu, c'est de trouver un employeur qui sera prêt à faire la mobilité francophone. Bah, en fait, j'ai eu de la chance. En fait, je dormais plus. J'étais sur tous les groupes de machin. Et en fait, j'ai trouvé une fille qui, elle, rentrait en France. Mais son Ah, entreprise lui avait fait une mobilité francophone. Donc, ils étaient d'accord pour refaire avec ah, tu as quelqu'un. Puis, été comme ça s'était bien chanceuse. passé. Ouais. Ouais, ouais. Et du coup, je me rappelle avoir le gars du centre francophone avec moi au téléphone pendant que la dame faisait, sa fiche de Ah oui, c'était employeur. peut-être Christophe à qui tu as parlé, là, mon collègue Christophe. C'est pas lui? C'était en 2019. Oui, oui, Christophe est avec nous depuis longtemps. C'est Peut-être un peut-être brun. Christophe. Comment? Un homme brun. Oui, 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 Ouais, bah, oui. ça doit être lui. Je me rappelle pas de son prénom, mais qu'est-ce Il qu'il... a tellement de personnes avec la mobilité francophone. Et il était Tellement, au tellement. téléphone avec la dame en disant non, faut pas prendre cette catégorie-là. Regardez, c'est la même Oui, chose si vous mettez dans telle catégorie parce que sinon elle pourra pas avoir son visa et tout. oui, oui, Et oui. c'était nickel. Et au final, grâce à lui, quelque part, j'ai eu ma résidence permanente là en 2020, quoi. Bon, après, Oui. c'était le Covid, c'était un peu galère parce que ça a pris du temps et j'étais en panique et tout. Ah, tu vois, si Euh, tu avais eu toute cette information dès le début, comme on a des personnes, aussitôt arrivées avec un PVT, ils viennent chez nous et ils demandent qu'est-ce que je Mais fais c'est pour tellement le obtenir la bon réflexe résidence. à avoir en fait. Ouais, Parce que ça peut t'éviter des pièges. Au final, je suis pas tombée dans un piège incroyable, mais 1 an et demi après, ouais. heureusement que j'ai de la ressource et qu'à ce moment-là, je me suis dit, OK, on arrête tout. Là, maintenant, ma priorité, c'est me sortir du caca dans lequel je suis bien profondément. Mhm, mhm. Et je suis Ouais, tombée sur cette personne géniale qui était tellement disponible. Je me rappelle, il m'avait donné un numéro de téléphone, je pouvais l'appeler tout le temps. ouais, ouais. Et du coup, on a fait les papiers. Et le dernier jour de mon visa, et ça, j'ai couru à Niagara Falls et j'ai fait tout. Ah, tu as fait le tour du poteau?
à l'époque où c'était encore possible de le faire. Ouais, là maintenant, c'est plus possible. Waouh, tu as été chanceuse, J'ai Nathalie. été très chanceuse parce que ce jour-là, il voulait pas le faire, le gars et tout. Et en fait, je suis tombée sur un officier qui était génial. Et en fait, je suis arrivée très tôt le matin et il m'a dit, ouais, mais il y a beaucoup de monde, vous pouvez pas rester dans le poste, donc il faut faire des allers-retours. Et il me Ouais, voyait, j'étais de bonne volonté, j'avais mon ordi, plein de trucs, plein de documents, j'aurais pu faire un passeport le jour J. ouais, Et en fait, il a vu que je lâchais pas l'affaire et je lui ai demandé à quelle heure il terminait son service parce que je savais que si ce gars partait, c'était foutu. ouais, ouais. Et il m'avait dit, à, je sais plus, 19-20 heures. Et à un moment donné, je suis revenue en mode, s'il vous plaît, là, si on m'aide pas, bah, clairement, dans 3 heures, j'ai plus de visa, quoi. Et il a appelé son collègue de l'autre côté, côté américain. Il a dit, bah, écoutez, il attend que vous, courez. Je me revois courir sur le pont. Les gens prenaient des Oh photos. J'étais mon là, Dieu. bougez, passez-vous, Oh posez-vous. là là, quelle Un aventure. film, un film, ouais. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que je trouve ça important de parler de tout ça parce que Ouais. chacun a sa petite histoire particulière, ça fait rire sur le, tu vois, des années après. Sur le coup, je rigolais pas du tout, hein. Sur le coup, j'étais en train de pleurer, Non, de dire non, c'est mon j'imagine corps. parce que je peux te dire, il y en a qui n'ont pas été aussi chanceux puis qui ont dû retourner puis trouver une Ouais. autre façon de revenir avec l'entrée express, ce qui a pris encore une couple Plus de d'années. temps, bah ouais. Puis Ouais, du coup, tu ouais. sais jamais qu'est-ce que tu fais de tes affaires ici et tout. Moi, j'ai une amie qui d'ailleurs, elle a essayé d'ouvrir un dossier avec le centre francophone et tout parce que elle a fait une mobilité francophone. Et en fait, sur son lieu de travail, elle s'est fait agresser. Et Ah, du coup, elle voulait passer par la... Tu sais, il y a un truc quand tu as un visa fermé pour passer sur les visas ouverts, un oui, truc ouais, il y de a un programme pour ça, ouais. employeur Elle n'a pas vulnérable. réussi? Bah, Ouais. c'est compliqué. Elle est en communication avec plein de gens au centre francophone, mais on la renvoie un peu tout le temps à droite, à gauche. Elle m'a Est-ce dit, elle qu'elle est dans le processus pour l'instant? ouais, il me semble, ouais. Donc, elle vit toujours. Ben, demande, tu as mon courriel, tu peux lui demander de m'envoyer un petit texto. Je Vas-y, verrai à quel niveau se trouve son dossier. carrément. Parce que justement, j'étais à l'UOF où il y a une chercheure qui a fait une recherche sur ce programme. Les travailleurs qui viennent avec des permis fermés et qui sont assujettis à des mauvais traitements et qui peuvent transiter vers l'autre programme Ouais, avec un vers le permis de programme travailleurs travail vulnérables, ouais. ouvert. Oui, c'est ça. Et ouais, du coup, bah elle, ça, du coup, à cause de ça, elle a perdu son travail. Donc du coup, elle a 2 enfants. Enfin, tu vois, genre c'est Oh là la là. situation compliquée, quoi. Donc ouais, je te donnerai son nom, puis je te donnerai son contact, tout ça, puis je le ferai dans les deux sens, comme ça vous pourrez communiquer, ce serait cool. Ouais, Et ouais, 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 comme quoi, au final, chacun a tellement un truc exact. différent que franchement, merci, merci. J'ai pas vu le temps passer. J'aurais pu discuter avec toi 3 heures et Ben c'était oui, pas ça. hein. Une autre fois. Ouais, avec plaisir. Merci, merci, merci. Et puis je te dis Tant quand pis. c'est monté, prêt à être diffusé, je t'envoie un petit email comme ça tu pourras écouter. D'accord. Ben, c'est moi qui te remercie, Nathalie, de m'avoir donné cette opportunité. Puis, tu sais, quand tu veux faire des émissions comme ça, là, n'hésite pas. J'ai aussi d'autres collègues qui seraient prêts à le faire. C'est une Ok. bonne façon de disséminer de bonnes informations à Ouais, c'est ceux ça. qui écoutent, C'est hein. ça. Puis nous, on Ouais. sait jamais quelle est notre audience. On peut toujours tomber sur plein de gens. Puis comme l'émission, elle est aussi sur YouTube, là, on touche tout le monde. Mm. Donc, ouais, non, c'est toujours un plaisir. J'aime beaucoup nos échanges à chaque fois. Donc, Ouais. merci. Et puis, bon Ramadan, parce que je sais que Ah oui, c'est le merci. Ramadan. Oui, Donc, oui, oui. Ça se termine bientôt la semaine prochaine, mais ouais. ouais. C'est Voilà. passé tellement vite. J'ai l'impression d'avoir attendu le Ramadan. Et puis d'un coup, c'est le 1er mars. Et Ouais, hein, c'est le quoi, le 17e jour, on 18e est jour, c'est 18e ça? jour, ouais, c'est incroyable, ça passe super vite. Ouais, ouais. Donc voilà, bah, bon Ramadan, en tout cas, on est encore Merci plein à dedans. toi aussi. Ouais, merci. Allez, À bientôt. ouais, Merci bon beaucoup. après-midi, Toi bye. aussi, bye, ciao, Aïssa. Vous écoutiez Résonance de l'immigration, dialogue interactif pour une francophonie plurielle inclusive sur les ondes de Choc FM 105.1. Pour retrouver l'ensemble des épisodes en mode balado, rendez-vous sur chocfm.ca ou en vidéo sur YouTube.